La météo avec C3A Productions. Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver comme d'habitude pour un nouveau bulletin météo. Cette nuit donc, le temps sera caractérisé par une instabilité car on aura des pluies dans certaines villes et dans d'autres, le temps sera tout simplement frais. Tâchez d'être bien couvert et restez vigilants. Les températures, quant à elles, vont légèrement progresser. On a 15 degrés de température minimale au nord-ouest ainsi qu'à l'ouest, mais on atteindra également les 22 degrés dans la même région. Notre inspection va démarrer dans la région du centre où des villes telles que Bafia, telles que Mbalmayo à Konolinga seront fortement arrosées dans la nuit et demain matin, les pluies vont disparaître dans la majorité des villes. Ensuite, dans la région du nord-est, les pluies sont plutôt fines dans toutes les villes comme vous le constatez, mais elles vont prendre de l'ampleur demain matin dans la ville de Kumbo avec 14 degrés de température. Nous terminons avec la région du sud où il pleut dans deux villes uniquement, Ibolova et Ambam. Le temps calme à Kribi ainsi qu'à Sambelima. Pour se protéger et protéger les autres du coronavirus, évitez les embrassades. Évitez également les regroupements de plus de 50 personnes et en cas de symptômes, contactez le 1510. À très bientôt. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue. Voici les titres du journal ce soir. Halte à la corruption en Afrique et au Cameroun, ce 11 juillet marque la 4e journée africaine de lutte contre la corruption. Le 20h30 démasque les visages de la corruption et ses manifestations dans l'espace public. La pierre des jeunes à l'édification de la barrière anti-Covid-19. L'impact de la contribution des jeunes volontaires dans la réduction de la propagation du coronavirus était évoqué à la réunion d'évaluation interministérielle présidée par le Premier ministre chef du gouvernement hier. Innover pour séduire davantage les auditeurs de la CRTV, les journaux parlés du 19h et 20h week-end passent au New Look. Présentation en duo, en duplex et même en multiplex avec les régions. Des mutations profondes dans le fond et dans la forme. Voilà pour les titres du journal. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Bienvenue une fois de plus. Combattre la corruption par des systèmes judiciaires efficaces et efficients. Le thème est ce 11 juillet, au cœur de la 4e journée africaine de lutte contre la corruption. Le Cameroun se joint naturellement au reste de la communauté africaine pour marquer un arrêt, faire le bilan et se projeter pour anéantir cette gangrène qui a fait son nid dans la société. Jean-Pierre Congier nous conduit ce soir dans les dédales de la corruption au Cameroun. Suivez son regard. La corruption au Cameroun, c'est comme le football, ce sport roi au pays des lions indomptables. Tout le monde le pratique et il y a plusieurs divisions avec leur lot de stars. Au bas de l'échelle, il y a le menu fretin, ce qu'on peut qualifier de petite corruption. Ici se range pêle-mêle le policier ou le gendarme qui prend 500 ou 1000 francs pour laisser filer l'automobiliste pris en infraction. Les fameux mange-mille et tire-capsule. Arrangé également dans cette catégorie, l'infirmière qui empoche le même montant pour introduire rapidement un patient chez le médecin sans faire de rang. La maîtresse d'école qui assure un suivi particulier de certains élèves contre 5 000 francs payés mensuellement par les parents. La caissière qui ouvre un guichet arrière contre quelques fafios pour les clients très pressés. Là, c'était les interquartiers, le 2-0 ou autres championnats d'arrondissement. Ici, on se fait de petites passes et de petits tours de passe-passe avec le CFA. En élite, tous les appels de balles se font avec plus de méthode. Le bac-chiche se négocie dur. Les montants prennent de la consistance. Dans cette catégorie du championnat national de la corruption, il faut ranger le petit fonctionnaire qui monnaie le service aux usagers, le médecin qui oriente les malades vers les cliniques privées où ses prestations sont mieux payées,
L'agent en service à la station de pesage qui laisse passer les camions hyperchargés et c'est tant pis pour la chaussée. Il y a aussi l'agent en service au péage routier qui, contre quelques CFA, laisse passer sans payer des camions de sable et autres véhicules de transport en commun. Le proviseur qui monnaie le recrutement des élèves dans l'établissement public, les journalistes, gombis devant l'Éternel, ne peuvent ne pas figurer dans cette catégorie. En Elite One se recrutent ceux qui siphonnent le plus les fonds publics. Dans cette catégorie figurent en bonne place certains fonctionnaires en charge des questions domaniales et foncières. Ceux qui ont eu à faire un titre foncier en savent quelque chose. Les frais à payer ne sont jamais les mêmes pour tout le monde. Des fonctionnaires d'administration douanière et fiscale sont également à positionner au sommet de la pyramide, tout comme ceux impliqués dans le système de passation des marchés publics et des travaux publics. Certains magistrats évoluent également en championnat d'élite. Quand la poche parle, la victime peut devenir le bourreau, l'innocent est envoyé en prison, tandis que le coupable fortuné respire à plein poumon l'air de la liberté. Pour endiguer le fléau et traquer tous ces magouilleurs, petits ou grands, la Commission nationale anticorruption actionne plusieurs leviers. Cela va de la sensibilisation à la répression, en passant par la rédaction des rapports transmis au sommet de l'État. La CONAC revendique avoir permis à l'État, avec le concours d'autres administrations impliquées, de gagner ou d'éviter de dépenser plus de 1 652 milliards entre 2011 et 2017. Une somme qui peut donner du tournis, mais qui est certainement en deçà des montants réels engloutis dans le micmac de la corruption au Cameroun. Et chacun sait dans quelle division il joue désormais à ce jeu plutôt dangereux. La corruption est un fléau qui gangrène les sociétés africaines, un mal qui freine le développement et dont l'éradication passera par un changement radical des mentalités. Mais comment venir à bout de la corruption? Notre reporter Caroline Ouetté a recueilli des avis dans les rues de Yaoundé. Gombo, motivation, Tchoko, carburant, entre autres, voilà des noms qu'utilisent des pratiquants de la corruption au Cameroun. Malgré les efforts consentis par le gouvernement pour éradiquer le mal, la corruption continue de faire son lit dans la société. Vaincre ce fléau demeure une préoccupation. Réinstaller dans les écoles l'éducation morale, l'éducation religieuse, l'éducation biblique, l'éducation chrétienne, pour que les gens reprennent certaines valeurs morales et spirituelles dès leur enfance, pour que même lorsqu'ils vont grandir, ils ne se détournent pas de la bonne voie. Chaque parent doit déjà inculquer à ses enfants les valeurs de l'intégrité, les valeurs de l'honnêteté. Et quand l'enfant il va grandir étant intègre. Et comme ça, au niveau familial, la corruption sera bannie et ainsi de suite. Si une famille est gagnée, 2 familles sont gagnées, le Cameroun entier sera gagné. Il faudrait qu'il y ait en réalité un organe qui travaille dans les institutions où on retrouve le plus de corruption et que les sanctions soient véritables, qu'il y ait des sanctions qui accompagnent le corrupteur et le corrompu. Elle est présente dans tous les secteurs d'activité au Cameroun. Les gens accusent plus des hôpitaux. Dans le secteur de l'emploi, il y a vraiment la corruption, c'est pas facile. La corruption est très accentuée dans le secteur administratif. La lutte contre cette gangrène reste une affaire de tous. Chaque citoyen peut faire la différence en dénonçant des cas de corruption et en évitant de payer des pots de vin. Parlons maintenant de la riposte anti-Covid-19 au Cameroun. Plus de 26 000 jeunes volontaires sont mobilisés et le taux de sensibilisation sur l'étendue du territoire national avoisine les 91%. Ces données relatives à la contribution des jeunes volontaires camerounais dans la lutte contre la propagation du coronavirus ont été dévoilées au cours de la réunion interministérielle d'évaluation présidée par le Premier ministre chef du gouvernement hier. Plus de détails sur l'engagement des jeunes volontaires avec Laurentine Bekono. 26 374 jeunes volontaires camerounais sont à pied d'œuvre sur le territoire national pour sensibiliser, informer et même partager avec les publics cibles leur know-how en matière de fabrication en autonomie du matériel de protection contre le coronavirus. Ils sont coachés par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui leur fournit le matériel nécessaire.
propre du MINJEC, apports spéciaux du gouvernement et avec le concours de certaines sociétés citoyennes et structures associatives partenaires du domaine. Au 3 juillet 2020, le premier bilan s'avère satisfaisant. Le taux de maillage du territoire national est de 91,11%. 328 sur 360 arrondissements couverts et 10 218 805 personnes directement touchées. Du fait de l'insécurité, 17 sur 34 communes dans le nord-ouest et 25 sur 31 communes dans le sud-ouest sont couvertes à ce jour. Pour l'essentiel, les jeunes volontaires mobilisés se recrutent dans les équipes mobiles d'animation urbaine et rurale. Au regard du contexte évolutif de la riposte, des actions spéciales ont été menées. À l'exemple de l'opération spéciale fin d'année scolaire citoyenne et patriotique sans Covid-19, du soutien à la caravane de communication de proximité conduite par le ministère de la Communication ou de l'accompagnement des jeunes volontaires du ministère de la Santé publique. En perspective, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique compte poursuivre la mobilisation des jeunes volontaires et leur déploiement en direction des collectivités territoriales décentralisées pour les appuyer dans la lutte contre la maladie, revaloriser l'ensemble des jeunes engagés et mettre sur pied un programme post-Covid-19. Il aura pour nom « Contribution du volontariat à la résilience des communautés post-Covid-19 ». La campagne de riposte décentralisée est sur les rails à Douala. L'opération, qui intervient dans un contexte où la région du littoral compte près de 100 décès de Covid-19, a été lancée par le gouverneur. Samuel Dieudonné Vahadibois a, à l'occasion, visité plusieurs centres de dépistage gratuits. Plus de précisions avec Napoléon Bonaparte-Besson de CRTV Littoral. Il a fait de cette journée une préoccupation sanitaire personnelle. Mais au regard de la cause juste et opportune, nombreux s'en sont joints. En cortège comme à pied, le gouverneur de la région du littoral et sa suite spontanée s'imprègnent de la prise en charge liée au coronavirus dans les centres de dépistage gratuits. Au Cameroun, nous comptons 14 916 cas pour 357 décès. Dans la région du littoral, nous avons 2779 cas pour 94 décès confirmés. 4 des 6 arrondissements du département du Vouri sont passés au pain fin. Ceci sous fond d'alerte sonore d'une équipe mobile d'animation populaire commise par la délégation régionale de la jeunesse. Et la sensibilisation produit ses effets. Je constate de manière globale que les populations du littoral en général et celles de Douala en particulier prennent cette sensibilisation au sérieux. Je peux dire quand même qu'à 85% des populations sont sensibilisées, mais il reste encore des efforts à faire, ne serait-ce qu'au niveau des ports des masques. Dans la foule des bénéficiaires de cache-nez, la joie est immense de recevoir le masque facial des mains du numéro 1 de la région. Je vous convie dans la région du Sud où près de 40 femmes pygmées de Nyamabandé et autres campements aguerris à la fabrication du savon et autres matériels barrières anti-Covid-19. C'est le fruit d'un apprentissage de 2 jours organisé par l'African Wildlife Foundation. David Mouliom de CRTV Sud nous en dit plus. Du savon de ménage et des cache-nez made in Nyamabandé. La prouesse de cette fabrication locale est des peuples autochtones Baguéli de Niété. Près de 40 femmes pygmées venues de 9 campements exposaient leur savoir-faire sur la place des fêtes du village. C'est la preuve d'une formation de 2 jours bien assimilée. L'initiative est de African Wildlife Foundation. C'est pour renforcer leurs capacités pour lutter contre le Covid-19. Plus de 500 morceaux de savon et des dizaines de cache-nez fabriqués localement. Ils sont redistribués aux membres de la communauté avec une trentaine de seaux, de la soude et des bidons pour la conservation des mélanges chimiques. Ajoutés à quelques astuces artisanales apprises, ils sont parés pour résister à la pandémie du Covid-19. Une action comme ça, c'est pour renforcer déjà la collaboration entre nous et les populations. C'est pour redonner la confiance aux populations pour qu'ils adhèrent à la chose de conservation. L'arrondissement de Niété compte plus de 600 pygmées Baguéli et la conservation du parc national Campoman se fera avec eux, mais loin du coronavirus.
Dans la région du Nord, la lutte contre la propagation du coronavirus préoccupe les femmes conseillères municipales de cette région. Sous la bannière d'un réseau, elles viennent d'exprimer leur élan de solidarité aux femmes et mineurs détenus de la prison centrale de Garoua en leur offrant des kits d'hygiène, des masques et des denrées alimentaires. Les détails avec Iya Achamalim de CRTV Nord. Elles sont issues de différents bords politiques, mais unies pour la même cause. Mener une guerre sans merci contre le coronavirus. Sous la bannière de leur tout nouveau réseau, les femmes conseillères municipales de la région du Nord ont pour leur baptême du feu offert une vingtaine de sacs de riz, des kits d'hygiène constitués des cartons de savon et d'eau de javel, ainsi que des masques aux mineurs et femmes détenus de la prison centrale de Garoua. Le chef de l'État a prescrit les mesures barrières, donc on s'est dit qu'il faudrait que nous l'accompagnions. On a choisi les femmes ici parce que c'est une population très sensible. Elles n'ont pas droit à la liberté. Et là, on croit qu'elles ont droit aussi à la vie. Elles peuvent manger et préserver leur santé. La première barrière pour lutter contre cette maladie, c'est de permettre que les détenus mangent bien. Mon sentiment est un sentiment de grande joie et de satisfaction. Et pour annoncer la mort programmée du Covid-19, ces Amazones croient au-delà de leur artillerie déployée en la maxime « Si la femme veut, Dieu le veut ». Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Nous reparlerons de la riposte anti-Covid-19 au Cameroun lorsqu'il sera 20h50. En attendant, déroulons les autres aspects de l'actualité. Fermeture des frontières de la zone Europe. Le ministre Mbela Mbela des Relations extérieures mène le plaidoyer du Cameroun auprès de ses partenaires. Une concertation s'est tenue hier après-midi entre des membres du gouvernement et des ambassadeurs de la zone Europe, conduit par Hans-Peter Schadek, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun. William Badier nous en dit davantage. Entre le Cameroun et ses partenaires européens, le dialogue est aussi constructif que permanent lorsqu'il s'agit de la préservation des intérêts communs. Illustration en a été donnée lors de la réunion de concertation et d'échange d'informations tenue au ministère des Relations extérieures. Les ressortissants camerounais, en effet, comme plusieurs autres à travers le monde, sont interdits de se rendre dans la zone Europe à cause de la pandémie du Covid-19. Une situation qui met en mal la liberté d'aller et de venir qui a toujours existé entre le Cameroun et ses partenaires européens. Pour le ministre des Relations extérieures, qu'entouraient les collègues de la santé publique, le docteur Malachi Manaouda, et des transports, Jean-Ernest Massenangale-Bibérin, le plan de riposte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun reste efficace au regard du faible taux de contamination et des décès. Il était très utile d'entendre des vives voix de la part de ces deux ministres responsables leur bilan des mesures déjà prises et des protocoles en ce qui concerne par exemple l'aéroport de Yaoundé. Pour le moment, l'espace européen est exceptionnellement ouvert à quelques catégories professionnelles parmi les Camerounais. Jusqu'ici, seuls les ressortissants de 15 pays sur les 5 continents peuvent officiellement se rendre dans l'espace Schengen. En Afrique, le Rwanda est l'unique éligible à cette liste. En attendant une réponse favorable à la plaidoirie du ministre des Relations extérieures auprès de ses partenaires, l'espace Schengen reste fermé aux Camerounais. La coopération entre le Cameroun et l'Italie qui s'enrichit d'échanges d'expertise à l'initiative d'Esther Nkolo Lokwa, consul honoraire du Cameroun en Italie, des experts italiens ont présenté au maire du Cameroun une technologie nouvelle qui permet d'entretenir les routes en terre et de les rendre plus praticables. Christelle Fouda nous en dit plus. Des routes de terre aussi praticables que celles en bitume pour plus de mobilité au sein des 360 communes camerounaises, c'est la contribution du consul honoraire du Cameroun à Milan, résolu à accompagner l'émergence à l'horizon 2035. Qu'elle promettait, Esther Nkolo Lokwa a
ramener au bercail le feu venu d'Italie. Vous savez, aujourd'hui, en matière d'entretien routier, c'est un véritable problème. Je suis tout simplement émerveillé par ce produit stabilisant des routes en terre. La démonstration d'efficacité de la solution Terra Plus a mobilisé les maires venus des 10 régions du pays. Nous allons dans notre commune essayer d'implémenter cette nouvelle technique pour permettre à ces populations de produire davantage dans leurs activités agro-pastorales et d'écouler ces produits. Là-bas sera à la première marche pour tester ce produit. La commune de Zeka est à 80% rurale. Vu la modicité des moyens à Zeka, cela nous permettra déjà d'améliorer les routes chez nous et de les rendre durables. Après la validation par les autorités camerounaises, suivra l'implémentation au sein des communes prévues les mois prochains. Le comité de pilotage du projet de développement des villes inclusives et résilientes a tenu ses toutes premières assises à Yaoundé sous la conduite du ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Célestine Ketia-Cortez s'est appesantie sur l'examen et la validation du plan de travail et du budget annuel 2020. Emmanuel Bikong de CRTV Centre pour les détails. Le projet de développement des villes inclusives et résilientes s'exécute dans les villes de Batouri, Douala, Kousseri, Koumba, Maroua, Ngaoundéré et Yaoundé, soit au total 7 villes qui, suivant les objectifs et la structuration de ce projet, doivent bénéficier entre autres de la réhabilitation ou la construction des voiries urbaines, des chemins piétonniers, des drains primaires et secondaires. En clair, l'amélioration de l'inclusion spatiale, sociale et économique en milieu urbain et le renforcement de la résilience des villes aux changements climatiques et sociaux sont les principaux objectifs de ce projet mis en œuvre par le gouvernement de la République du Cameroun à travers le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Il s'agit d'un important projet qui va également adresser les questions de sécurité des femmes et de l'autonomisation des femmes, adresser les questions d'emploi des jeunes. Tous les maires ont compris qu'il faut faire un plan de mise en œuvre, un plan de suivi, évaluation très serré pour rattraper les délais. Les travaux de ce vendredi tenus par visioconférence avaient pour objectif l'examen et la validation du plan de travail et du budget annuel de ces projets. Au regard du léger retard à l'allumage, il est désormais urgent que tous les acteurs se mobilisent en faveur de la réalisation effective des prestations envisagées. Les actions et activités du programme de développement intégré de la zone des 3 frontières passent au scanner. La 4e session du comité de pilotage de ce programme sous-régional vient de se tenir à Ambam dans la région du Sud. Le programme vise à améliorer les conditions de vie des populations en dépit des moyens financiers très limités. Les détails avec Charles Aboussolo-Oba de CRTV Sud. 2019 était une année pleine de défis pour le programme de développement intégré de la zone des 3 frontières Cameroun-Gabon, Guinée équatoriale. À l'heure du bilan, seuls quelques projets ont été amorcés. La construction des magasins de stockage des marchandises dans les localités frontalières de Lamzeu, Mvangan et Kiossi, la création d'un champ expérimental de blé de 700 hectares et la formation de plus de 400 entrepreneurs agro-pastoraux. Problème, la mobilisation des ressources financières. La mobilisation des ressources étatiques et des autres ressources est assez lente et ne permet pas au programme de se déployer comme nous le souhaitons. Avec un budget de 445 millions de francs CFA en 2020, elle envisage encore plus d'actions sur le terrain. Nous sommes en train de mettre une plateforme qui va nous permettre de déboucher sur la mise en place d'une société qui va permettre la transformation poussée du bois, ce qui va apporter une valeur ajoutée. Ça va créer aussi des emplois. Le programme poursuit également les négociations dans le but de susciter l'implication du Gabon et de la Guinée équatoriale, un préalable pour bénéficier du soutien des bailleurs de fonds comme la Banque africaine de développement ou encore l'Union européenne. Avec 3 minutes de retard, rendons-nous au centre des opérations d'urgence et de santé publique
où les dernières informations communiquées lors du point de presse quotidien indiquent que le Cameroun vient de franchir la barre de 15 000 cas positifs confirmés de Covid-19, 359 décès enregistrés. Allons tout de suite recueillir d'autres informations au COUSP avec les éclairages du docteur Kissouglé Aimé Florence. Allons y retrouver notre reporter sur place, Évariste Yenga. Bonsoir. Que doit-on retenir ce soir? Bonsoir à Tabadine Omar, beaucoup de chiffres à retenir. Vous avez bien remarqué leur disponibilité ce soir. Vous en avez donné 2 déjà, que je rappelle. C'est un total de 15 173 cas positifs confirmés à ce jour. Donc le Cameroun, vous avez fait bien de l'indiquer, passe la barre de 15 000 cas positifs pour se stabiliser à 15 173. Également, 11 928 patients ont guéri de la maladie, ce qui nous donne 3 245 cas actifs, c'est-à-dire des porteurs sains qui sont en situation de prise en charge en ce moment. Pour les décès, on enregistre 359 jusqu'ici, soit un taux de létalité, un taux de décès de 2,3%. Les chiffres, on en aura encore, cette fois-ci dans la région du centre, en faisant le point de l'évolution de la pandémie là-bas. On reçoit ce soir pour cela le docteur Kissouglé Aimé Florence. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Inga. Vous êtes médecin de santé publique et aussi le chef de la section des opérations du système de gestion de l'incident. C'est bien cela? C'est bien ça. Pour la région du centre. Pour la région du centre, monsieur Inga. Alors, que doit-on retenir 4 mois depuis le début de la riposte? Que doit-on retenir des dépistages, des opérations de dépistage dans la région du centre? Il faut dire que dans la région du centre, nous sommes en plein dans la stratégie des 3 T, c'est-à-dire le tracking, le testing et la mise sous traitement précoce. Donc, lorsque vous entendez parler de cette stratégie-là, il s'agit non seulement de l'implication des personnels de santé, mais aussi de l'implication de la communauté, parce que nous avons ce qu'on appelle les agents de santé communautaire qui nous aident dans la recherche des cas suspects, des personnes qui présentent des signes ou des symptômes qui font penser à la COVID-19. Alors, à ce jour, dans les sites de prélèvement que nous avons développés dans la région du centre, actuellement, nous avons tous les districts de santé de la région du centre. Ils sont 30 au total qui ont au moins un site de prélèvement qui est ouvert au public et qui permet de dépister très tôt la maladie. Et lorsqu'on est dépisté tôt et qu'on est mis directement sous traitement, on fait moins. Une idée peut-être des chiffres. Combien de personnes ont été testées dans la région du centre? Dans la région du centre, si je prends les chiffres à partir du 3 mai par exemple, nous avons déjà testé plus de 29 700 PCR. Les PCR, ce sont les tests qui se font dans les grands laboratoires. Et nous avons testé déjà plus de 29 772 TDR. Les TDR, ce sont les tests rapides qui donnent les résultats directement sur place aux patients. Alors, et maintenant, la prise en charge. On dit de votre région qu'elle est l'un des épicentres. En même temps, c'est la région qui présente l'un des meilleurs plateaux techniques avec beaucoup de sites de prise en charge. Comment se passe la prise en charge dans la région du centre? La prise en charge de la région du centre, il faut retenir que c'est une prise en charge qui a 2 aspects. Une prise en charge pré-hospitalière, c'est-à-dire avant l'hôpital ou en dehors de l'hôpital, et une prise en charge hospitalière dans les sites agréés de prise en charge. Actuellement, nous sommes rendus à près de 7 sites spécialisés dans la prise en charge, parmi lesquels un site spécialisé dans la prise en charge préhospitalière, qui est le site du Kansi Olembe, et 6 sites qui sont spécialisés dans la prise en charge hospitalière avec des spécialistes qui ont été formés pour ça et qui sont entourés d'une équipe médicale vraiment formée pour la prise en charge. Évidemment, dans ce travail que vous abattez dans la région du centre, vous faites face à des difficultés. Lesquelles? Nos difficultés sont particulièrement au niveau des sites de prélèvement. Lorsque nous avons des patients que nous référons au site de prélèvement, il y en a qui acceptent d'être extraits pour les sites de prise en charge. Mais parmi ceux-là, parmi ceux qui viennent se faire tester, on trouve malheureusement certains qui refusent d'être extraits pour les sites de prélèvement parce qu'ils sont encore stigmatisés. C'est ce que nous on appelle en jargon médical auto-stigmatisation. Ils se sentent stigmatisés. Ils pensent qu'il y aura une étiquette sur leur front qui sont des cas de coronavirus dans le quartier. Et donc, ils préfèrent rester chez eux pour être pris en charge à domicile, ce qui est aussi possible, mais ce n'est pas la prise en charge optimale
que nous conseillons aux patients. Merci, Dr Kissouglé, d'avoir accepté notre invitation. À Tabadine Omar, c'était l'ouverture d'une série, la série des régions. On fera le point, région après région. Aujourd'hui, il s'agissait de celle du centre. Samedi prochain, il s'agira de la région du littoral. À vous le plateau. Merci Évariste, merci également à votre invité pour toutes ces informations relatives à la prise en charge des malades de Covid-19. À Yaoundé et surtout l'information à retenir ce soir, la décentralisation qui devient effective, cette décentralisation dans la prise en charge. Merci et bonne soirée à vous. Le projet de développement de l'élevage, PRODEL, renforce la surveillance épidémiologique dans la région de l'extrême nord. Ceci à travers la remise d'équipements informatiques aux délégations départementales du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Ces ordinateurs, imprimantes et autres modems vont aider à la transmission rapide des informations. Des précisions avec Abdoulaziz Amadou de CRTV Extrême Nord. La pandémie du Covid-19, ajoutée au problème d'enclavement, est venue asphyxier la chaîne de transmission des informations des services départementaux du ministère de l'élevage vers les services régionaux. Pour les bénéficiaires de ce matériel informatique que sont les délégués départementaux, PRODEL vient d'apporter là une réponse vitale à leurs préoccupations. Ce matériel permettra non seulement d'améliorer la célérité, mais aussi la promptitude dans la transmission des informations. C'est un atout important pour nous parce qu'il nous permettra de mener à bien les activités que nous menons sur le terrain en termes de surveillance des maladies animales. Au-delà de la surveillance épidémiologique, ce matériel, précise le délégué régional de l'élevage, des pêches et des industries animales, va renforcer le télétravail en cette période de lutte contre le coronavirus. Nous pourrons organiser les vidéoconférences au fin de coordonner et de superviser les activités sur le terrain. Ces matériels viennent s'ajouter à la liste des actions menées par le PRODEL dans l'extrême nord du pays afin de favoriser un environnement propice au développement inclusif des chaînes de valeur pour les petits producteurs et un accroissement des investissements dans la production et la commercialisation des produits ciblés. Vous l'avez certainement remarqué depuis hier vendredi, sur le poste national de la CRTV, la présentation des journaux de 19h et 20h se fait en duo et en duplex les week-ends. L'innovation vise à fidéliser les auditeurs, mais surtout à renforcer la synergie entre les 10 stations régionales de la CRTV. Baptême du feu hier avec Yaoundé, Douala et Bouya. Victor Lema a capté les temps forts du coup d'envoi. Voici son reportage. Des voix connues, Rachel Ndjog-Malongo et Joseph Itote, pour mettre sur la même longueur d'onde 2 régions. Le journal parlé de 20h, servi en duplex. Yaoundé et Douala, pour le top départ de la nouvelle donne informationnelle à la radio. L'idée du top management est de connecter sur la même fréquence le réseau CRTV. La spécificité de ces 2 journaux, c'est que la présentation est en duo. Yaoundé, Douala pour le 20h, Yaoundé et Boya pour le 19h. Mais ça, c'est seulement pour ce mois, parce qu'on aura une rotation. Un roulement de tambour qui invite à la grand-messe de l'information les plumes des différentes rédactions. Éditorialistes et grands reporters assurent la diffusion d'une info digeste et accessible. Une symphonie stressante certes, mais exaltante pour l'équipe en charge de revendre le produit à une clientèle exigeante. Si ce que l'on sait, c'est que c'est perfectible. Ce que l'on ne sait pas, c'est si ça a été. Nous avions rendez-vous avec nos auditeurs, nous avions donné le pari de faire la radio autrement, un 20h différent, donner l'impression à nos auditeurs qu'ils écoutent l'info les pieds dans l'eau. Le geste referme le 20h. Yaoundé et Douala ont tenu le pari. Un coup d'essai pour un coup de maître. Et la Cameroun Radio Television maintient son statut de leader au cœur de la nation. Vous avez certainement reconnu le tout nouveau directeur central radio, Georges Ewané. Autre actualité, le professeur Bandlilion Victor Tani repose désormais dans sa concession familiale à Bamenda. Décédé le 7 juillet dernier des suites de maladie, la cérémonie d'inhumation a eu lieu cette fin de semaine en présence d'un parterre de personnalités au rang desquelles des professeurs d'université et le gouverneur de la région du Nord-Ouest. Le compte rendu de Valentin Kouadeux de CRTV Nord-Ouest à Bamenda.
L'artiste Nguéa Laroute, de son vrai nom Louise Kumbinom, a entamé son voyage pour l'éternité hier vendredi. Décédée le 14 juin 2020, la diva du Makossa a longtemps souffert de diabète et a été amputée de ses 2 jambes avant sa mort. Ses fans et collègues artistes lui ont rendu un vibrant hommage à l'hôpital général de Douala. Les détails avec Marie-Gabrielle Feugueux de CRTV Littoral. À l'artiste dont les œuvres seront dès aujourd'hui un héritage. Adieu à ma grande-sœur Maman Nguéa, qui nous quitte si tôt. Je pense qu'elle avait encore beaucoup à donner. Maintenant que Dieu en a décidé autrement, nous souhaiterons que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Sa carrière a été marquée par de nombreux titres à succès devenus des hymnes, à l'instar de Soleil de décembre et Tofis et Bongwa Londo, qui lui ont valu de nombreuses décorations, à l'instar de celles de Chevalier de l'Ordre national de la valeur et officier de l'Ordre du mérite camerounais, des réalisations que le représentant du ministre des Arts et de la Culture, Théophile Eyango, n'a pas manqué de saluer. Au nom du ministre des Arts et de la Culture, je voudrais une fois de plus apporter à la dépouille de Madame Kumbinom Louise de Maman Nguéa avec la tristesse émue l'hommage d'un regret douloureux et d'une juste reconnaissance pour les fidèles et loyaux services rendus à la nation. Il y a un temps pour chanter, mais il arrive aussi un moment où les auteurs de ces œuvres de l'esprit doivent vous dire. Ce moment est arrivé pour Nguéa Laroute. Repose en paix l'artiste. La cérémonie d'inhumation de l'artiste Maman Nguéa s'est déroulée donc ce samedi au lieu dit Tondé vers Yabassi dans le littoral. La grande famille de la santé est en deuil. Elle vient de perdre un médecin réputé pour ses qualités professionnelles et humaines. Le docteur Akamba Anastasie Clarisse, 56 ans, est décédé hier des suites de maladies. Médecin spécialisé dans la médecine du sport, elle dirigeait l'hôpital de district de la Cité Verte à Yaoundé. Ses patients, ses collaborateurs, sa famille, ses amis et collègues gardent d'elle le souvenir d'une femme médecin ouverte, chaleureuse, pleine de vie et toujours à l'écoute des autres. Les condoléances émues du 20h30. Hors de nos frontières, au moins 4 morts. C'est le bilan provisoire de l'escalade de violence déclenchée hier, vendredi à Bamako, au Mali. À l'origine, une nouvelle manifestation organisée par le mouvement du 5 juin qui conteste l'autorité du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. On fait le point avec Séverin Alégambélé. La journée du vendredi 10 juillet a connu une vague de violence à Bamako, la capitale malienne. À l'appel de la coalition du mouvement du 5 juin, formée de chefs religieux, des membres de la société civile et des acteurs politiques, les manifestants se sont attaqués au siège de l'Assemblée nationale. Par endroits, ils ont érigé des barricades et brûlé des pneus. Dans un communiqué rendu public, le chef de l'État malien s'est voulu ferme. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête pour établir le bilan et les circonstances des pertes humaines et matérielles. On parle aujourd'hui de 4 morts. Le président Ibrahim Boubacar Keïta dit qu'il entend assurer la sécurité des biens, des citoyens, des institutions, et ce, sans faiblesse aucune. Les manifestations à Bamako, organisées pour la 3e fois en l'espace de 2 mois, ont un caractère politique. Tout part de l'annonce par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs des législatives. Plus de 30 candidats déclarés élus après la proclamation des résultats provisoires ont vu la victoire leur échapper. Le président malien affiche sa ferme volonté de poursuivre le dialogue et d'apaiser la situation. Mes précédentes adresses, j'ai tenu à signifier que j'ai entendu les colères et les interrogations qui sont les causes sous-jacentes de la crise actuelle. On annonce au pas de course le renouvellement de la Cour constitutionnelle ainsi que le déploiement d'une mission de la CEDEAO pour revoir les règles de fonctionnement de l'institution à problème. Voilà qui met un terme à ce journal ce soir. Journal préparé avec la collaboration de Daniel Menanga, Caroline Ouetté et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit sur cette antenne. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Merci de rester fidèles au programme de la CRTV. Bonne soirée à tous. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.